Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur La Voix des Nations. Cette semaine encore, l'actualité ne nous laisse pas beaucoup de répit. En France, le gouvernement de Sébastien Lecornu vient de forcer le passage de son budget sans vote à l'Assemblée nationale, dans un climat politique toujours aussi tendu, pendant que le sud-ouest du pays continue de lutter contre des feux de forêt d'une ampleur inédite. À l'international, la guerre entre l'Iran et les États-Unis, entrée dans sa 6e semaine depuis la reprise des hostilités début juillet, continue de redessiner les équilibres du Moyen-Orient et de perturber le commerce mondial. Et du côté de l'Ukraine, Washington affirme vouloir relancer les négociations avec Moscou, sans qu'aucune avancée concrète ne se dessine pour l'instant. Au programme de cette vidéo, un tour d'horizon complet de la politique française, puis un décryptage de la situation internationale avec un focus sur l'Iran et sur l'Ukraine. Installez-vous, c'est parti. La France, le budget 2026 forcé sans vote. Commençons par le sujet qui domine l'actualité politique française depuis plusieurs jours, le budget. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé faire passer le projet de loi de finances pour 2026 sans vote à l'Assemblée nationale en recourant à l'article 49 de la Constitution qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter un texte sans passage par les urnes parlementaires. L'objectif affiché est de ramener le déficit public à 5% du PIB, dans un contexte où plusieurs mois de tractation n'avaient pas permis de dégager un compromis entre les différentes forces politiques. Ce choix n'est pas une surprise. Depuis la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon le 10 octobre dernier, après la démission éclair de son premier gouvernement, l'exécutif navigue en permanence sous la menace d'une motion de censure. Le compromis trouvé pour éviter la chute du gouvernement repose en grande partie sur des concessions faites au Parti socialiste. Pas de hausse générale des impôts, un geste sur les bas revenus et surtout un retour en arrière partiel sur la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, avec une possible suspension du report de l'âge légal. En procédant de cette manière, le gouvernement s'expose mécaniquement à une motion de censure de l'opposition. Mais pour l'instant, elle est jugée peu susceptible d'aboutir, dans la mesure où le Parti socialiste, qui a obtenu des concessions budgétaires importantes, ne devrait pas s'associer au Rassemblement national et à la France insoumise pour faire tomber l'exécutif. On retrouve là un scénario déjà vu à plusieurs reprises depuis 2024. Un gouvernement minoritaire, un parlement fragmenté et une survie politique qui se négocie texte par texte. Une assemblée sous tension permanente. Au-delà du budget, les débats à l'Assemblée nationale illustrent la polarisation croissante de la vie politique française. Les questions au gouvernement de ces dernières semaines ont porté sur des sujets aussi variés que la sécurité, la politique migratoire, la situation à Mayotte, ou encore la réforme de la police judiciaire. Plusieurs motions de censure ont déjà été déposées et rejetées depuis l'automne, avec des prises de position marquées. Le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République continuent de réclamer une dissolution ou une démission du gouvernement, pendant que la France insoumise dénonce ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire dans l'usage du 49.3. Un texte a par ailleurs suscité un débat particulièrement vif ces derniers jours. Les députés ont fini par adopter une mesure instaurant la perpétuité réelle pour les viols en série commis sur des mineurs de moins de 15 ans. Ce texte avait pourtant été rejeté une première fois, dans un hémicycle davantage mobilisé à gauche, avant d'être finalement voté après une nouvelle lecture. Les incendies dans le sud-ouest, deuxième sujet majeur de l'actualité intérieure, les feux de forêt. Depuis la fin du mois de juillet, le sud-ouest de la France est ravagé par des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé que plus de 44 000 hectares étaient déjà partis en fumée depuis le début de l'année 2026 et que 128 personnes avaient été interpellées, vraisemblablement en lien avec des départs de feu volontaires ou des comportements à risque. Le gouvernement se retrouve sous pression face aux critiques sur les moyens engagés. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, s'est ainsi retrouvée à devoir défendre la gestion de la crise par l'exécutif, assurant que personne n'avait été laissé sans secours et que le gouvernement ne cherchait pas à s'appuyer excessivement sur le bénévolat des sapeurs-pompiers volontaires pour compenser un manque de moyens professionnels. Dans le même temps, l'exécutif a annoncé vouloir structurer une véritable filière industrielle française de lutte contre les incendies, associant les industriels du secteur pour renforcer les capacités nationales face à des étés de plus en plus destructeurs. Une chroniqueuse sous le coup d'une expulsion. Autre dossier qui a fait grand bruit cette semaine. L'ancienne dirigeante de RT France, devenue depuis chroniqueuse sur CNews, Europe 1 et au Journal du Dimanche, s'est vue notifier un arrêté d'expulsion du territoire français.
Le gouvernement l'accuse de relayer la propagande du Kremlin, tandis que ses soutiens dénoncent une atteinte grave à la liberté d'expression et au pluralisme médiatique. Cette affaire illustre les tensions croissantes entre la France et la Russie sur le terrain de l'influence informationnelle, dans un contexte où Moscou est régulièrement accusé d'orchestrer des campagnes de désinformation en Europe. Cap sur 2026 et 2027, le calendrier électoral qui s'annonce. Enfin, il faut regarder un peu plus loin. La France entre dans une séquence électorale déterminante. Les élections municipales de 2026 approchent, et leurs résultats pourraient peser lourd sur les recompositions politiques à venir, en particulier au Parti socialiste, dont le premier secrétaire Olivier Faure a indiqué vouloir attendre l'issue de ce scrutin avant de trancher sur une éventuelle participation à une primaire de la gauche unie. Cette primaire, justement, est déjà programmée. Elle doit se tenir le 11 octobre 2026 et vise à désigner un candidat commun pour la présidentielle de 2027, réunissant des forces comme les écologistes, Génération Pointès ou Debout. La France insoumise et Place Publique ont d'ores et déjà annoncé qu'elles n'y participeraient pas, ce qui illustre les divisions persistantes au sein de la gauche française à l'approche de l'échéance présidentielle. Le Sénat, de son côté, va également être renouvelé en 2026, avec l'élection d'une partie de ses membres selon un scrutin qui varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir par département. Autant dire que la rentrée politique qui s'annonce en septembre s'annonce particulièrement chargée entre budget, incendie et préparatifs électoraux. C'était donc le tour d'horizon pour la France. Passons maintenant à l'international. L'international, la guerre d'Iran de 2026. Où en est-on? Le sujet qui domine l'actualité internationale depuis plusieurs mois, c'est bien sûr la guerre entre l'Iran et les États-Unis, qui a débuté fin février 2026, malgré une brève reprise des négociations diplomatiques en janvier et février entre Washington et Téhéran. Petit retour en arrière pour ceux qui n'auraient pas suivi l'ensemble de la séquence. Ce conflit fait suite à la fameuse guerre des 12 jours et à une précédente opération américaine menée en 2025, l'opération Midnight Hammer, qui avait visé les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan à l'aide de bombardiers furtifs B-2 et de bombes anti-bunker. Un cessez-le-feu avait suivi, mais il s'est révélé fragile. Le 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé une nouvelle vague de frappes massives contre l'Iran, visant des centaines de cibles militaires. L'Iran a riposté par des tirs de missiles qui ont touché non seulement le territoire israélien, mais aussi plusieurs pays du Golfe abritant des bases américaines. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn ont tous été visés à un moment ou un autre, provoquant des fermetures d'espaces aériens en cascade et l'annulation de nombreux vols vers la région. Depuis, le conflit n'a cessé de s'étendre. Selon les décomptes disponibles, les forces iraniennes et leurs alliés ont causé des pertes humaines et matérielles dans plusieurs pays du Golfe. Des civils tués aux Émirats et en Arabie saoudite, des militaires américains tués ou blessés au Koweït, des appareils militaires endommagés ou détruits. Le conflit s'est même exporté hors de la région. Une base britannique à Chypre, à Akrotiri, a été frappée par un drone iranien, ce qui a fait entrer de facto le territoire de l'Union européenne dans le rayon d'action du conflit. Autre front ouvert par cette escalade, le Liban. La population libanaise subit les conséquences de l'affrontement entre le Hezbollah et Israël, l'armée israélienne ayant lancé une campagne de bombardement sur le territoire libanais. Sur le plan maritime, la situation est tout aussi préoccupante. L'Iran a de facto fermé le détroit d'Ormuz, ce passage stratégique par lequel transite une part considérable du pétrole mondial, provoquant une perturbation immédiate des flux de gaz naturel et de pétrole, ainsi qu'une flambée des coûts d'assurance pour le transport maritime. Les tensions se sont même étendues à d'autres points de passage stratégiques. La mer Rouge, la mer Noire et la mer d'Azov sont désormais également concernées par des attaques contre des navires marchands, ce qui fait dire à certains analystes que les détroits sont devenus la nouvelle ligne de front de ce conflit mondialisé. Sur le plan humain et politique, ce conflit a également été marqué par la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, ainsi que celle d'autres hauts responsables du régime lors des bombardements israélo-américains. Mais paradoxalement, selon plusieurs analyses reprises notamment par la presse française, cette issue n'a pas produit l'effondrement espéré par Washington. Le régime iranien, décrit comme résilient et décentralisé, a résisté. La fermeture du détroit d'Ormuz s'est révélée être un puissant levier de pression économique en faveur de l'Iran. Et le choix d'une stratégie essentiellement aérienne par les États-Unis a limité leur marge de manœuvre sur le terrain tout en provoquant des dégâts collatéraux chez des pays alliés de Washington dans le Golfe, ce qui a compliqué la position diplomatique américaine dans la région.
Ces derniers jours encore, les bombardements américains se sont intensifiés sur le sol iranien, après une reprise des hostilités début juillet. Selon plusieurs sources, l'intensité de ces frappes serait la plus forte observée depuis le cessez-le-feu du mois d'avril, touchant désormais des zones plus étendues du pays, y compris dans le centre et le nord-ouest, des régions jusque-là relativement épargnées. L'Iran a de son côté qualifié la situation de guerre totale avec les États-Unis. Et la menace continue de s'étendre. Les rebelles houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont évoqué la possibilité d'un blocus maritime visant l'Arabie saoudite, ce qui aggraverait encore la perturbation du trafic pétrolier dans une région déjà sous très forte tension. Sur le plan diplomatique, des informations font également état de discussions indirectes entre Washington et Téhéran, avec un rôle de médiation évoqué pour le Pakistan, même si, à ce stade, ces contacts n'ont débouché sur aucune désescalade concrète. Et la France, dans tout ça, Paris est directement concerné, y compris sur le plan diplomatique bilatéral. 2 membres du personnel diplomatique français ont été interpellés à Téhéran dans des circonstances contestées par la France, ce qui a conduit le Quai d'Orsay à convoquer le chargé d'affaires iranien pour exiger des explications et des sanctions contre les responsables de ce que Paris qualifie d'agression. Le dossier ukrainien entre appel à la négociation et poursuite des frappes. Changeons de zone géographique pour nous intéresser à un autre conflit qui, plus de 4 ans après son déclenchement, continue de structurer les relations internationales, la guerre en Ukraine. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que Washington allait tenter, dans les prochaines semaines, de relancer les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Selon lui, le président Donald Trump aurait explicitement demandé à son équipe de faire pression sur les 2 parties pour parvenir rapidement à un accord. Mais Rubio lui-même reconnaît que les discussions sont aujourd'hui dans une impasse. Chaque camp maintient des lignes rouges jugées incompatibles et aucune des 2 parties ne semble prête pour l'instant à faire les concessions nécessaires à un accord global. Cette annonce intervient après une visite de Volodymyr Zelensky à Washington, qui n'a apparemment débouché sur aucune avancée majeure. Le président ukrainien y aurait notamment demandé un dispositif d'urgence de plusieurs centaines de missiles intercepteurs patriotes pour faire face aux frappes de missiles balistiques russes, une demande à laquelle Donald Trump aurait opposé une fin de non-recevoir, expliquant qu'il jugeait peu probable que l'Ukraine obtienne un jour la capacité de produire elle-même ce type de missiles, par crainte que cette technologie ne finisse par se retourner d'une manière ou d'une autre contre les intérêts américains eux-mêmes. Sur le terrain, la réalité reste marquée par la poursuite des frappes de grande ampleur. Le ministère français des Armées, qui publie régulièrement des points de situation sur le conflit, a ainsi fait état d'une attaque massive impliquant plusieurs centaines de drones à longue portée et de missiles de croisière et balistiques russes ciblant le territoire ukrainien en une seule nuit. Selon les chiffres communiqués côté ukrainien, la défense antiaérienne aurait intercepté plus de 90% des drones engagés dans cette attaque, ce qui donne une idée de l'intensité de la guerre aérienne qui continue de se jouer, plus de 4 ans après le début de l'invasion russe. Sur le plan diplomatique européen, les tensions restent également vives avec Moscou. Un haut responsable du ministère russe des Affaires étrangères a récemment accusé les pays européens de se préparer ouvertement à un conflit avec la Russie, pointant notamment du doigt de prochains exercices militaires nucléaires conjoints entre l'Allemagne et la France. Une déclaration qui illustre, une nouvelle fois, la rhétorique de confrontation qui continue d'alimenter les relations entre la Russie et les capitales occidentales. Enfin, sur le fond, plusieurs think tanks spécialisés en relations internationales, comme l'IFRI en France, soulignent qu'en dépit de cycles de négociations intermittents portés par Washington, accélérés selon eux par la volonté de Donald Trump d'afficher des signaux d'apaisement envers Moscou, la guerre d'usure se poursuit sur le terrain. D'un côté, une résilience ukrainienne appuyée par une aide occidentale massive, de l'autre, une économie russe sous sanctions qui s'est largement réorientée vers ses partenaires chinois et nord-coréens. Les mêmes analystes s'interrogent sur la capacité de l'Ukraine à tenir sur la durée, entre épuisement de ses ressources, pression électorale interne et attente d'un éventuel cessez-le-feu qui serait à terme imposé de l'extérieur par les grandes puissances. Ils pointent aussi les risques de fracture au sein même de l'Union européenne, sur l'ampleur de l'aide militaire à apporter à Kiev et sur d'éventuelles concessions territoriales à envisager dans la perspective d'un règlement du conflit. Pour résumer cette semaine d'actualité, en France, un gouvernement qui impose son budget sans vote, un parlement sous tension permanente, des incendies qui continuent de ravager le sud-ouest et un calendrier électoral qui s'annonce particulièrement dense d'ici la présidentielle de 2027. À l'international, une guerre entre l'Iran et les États-Unis qui ne montre aucun signe d'apaisement, avec des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient jusqu'aux portes de l'Europe.
Et un conflit ukrainien qui, plus de 4 ans après son déclenchement, continue d'osciller entre appels diplomatiques à la négociation et poursuite des combats sur le terrain. Ces 3 dossiers, le budget français, la guerre d'Iran et le dossier ukrainien, vont continuer d'occuper l'actualité dans les semaines à venir, et nous les suivrons évidemment de près sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage sur la Voix des Nations. Prenez soin de vous, et à bientôt.